Bonjour à toutes et tous. Je vais d'abord commencer à introduire Madame Anne-Marie Brosseau qui va faire la première présentation. Alors, je me permets de te présenter officiellement avec ce que tu as mis, là, Anne-Marie, sur le site du CRIFPE. Alors, jeune professionnelle œuvrant dans le domaine de l'édition pédagogique, Anne-Marie complète également sa maîtrise en éducation à l'UQAM. En tant que chercheuse, elle travaille au développement d'un guide pratique de création de situations d'apprentissage interdisciplinaire en enseignement primaire. Elle s'intéresse également à d'autres sujets, notamment à la neurodidactique et à l'intégration du numérique en éducation. En plus d'être membre du CRIFPE, elle est membre étudiante de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique. Étudiante dirigée par Carole Raby. Alors, Anne-Marie, à toi la parole pour les 20 quelques prochaines minutes en partage d'écran pour nous faire le plaisir de t'entendre sur l'avancement de ton projet. Et merci beaucoup pour l'introduction. Je vais commencer directement. Merci beaucoup de m'offrir l'opportunité de présenter l'avancement de mon projet aujourd'hui. Donc, Anne-Marie Brosseau à la maîtrise en éducation, concentration didactique à l'UQAM, sous la direction de Carole Raby, du département de didactique de l'UQAM, et de Vincent Bouchard-Valentine, donc du département de musique de l'UQAM. Je vais vous présenter aujourd'hui mon projet, qui est la proposition d'un guide pratique de planification de situations d'apprentissage interdisciplinaire en enseignement primaire. Donc, un bref plan de la présentation. Donc, je vais d'abord parler de ma problématique de recherche. On va le voir, je vais me gâter un peu. En vous mentionnant, en vous en parlant beaucoup, en fait, c'est le chapitre, en fait, là, qui est définitif. Le code de référence, les presque, ça s'en vient. C'est sûr et certain que je vais aussi aborder plusieurs éléments. Euh, et puis, on va terminer avec la méthodologie où je vais vous pouvoir, en fait, là, vous mentionner quelques mots mais c'est un chapitre qui est encore en construction, donc on va passer un petit peu plus rapidement sur ce point. Directement avec la problématique de recherche, dans le monde contemporain, nous sommes confrontés à des enjeux complexes où les raisonnements ne peuvent se baser sur des logiques purement disciplinaires. L'appel à des savoirs issus de différentes disciplines mis en commun permet une meilleure compréhension de ces enjeux. Donc, dans le monde scolaire, ben, il s'agit de transposer, de préparer les citoyens de demain à appréhender les réalités d'aujourd'hui. Je vais attirer votre attention à la notion de complexité, qui revient dans ces propos, qui va être un peu le fil conducteur de la présentation d'aujourd'hui. Qui dit, en fait, monde de l'éducation, on parle du programme de formation de l'École québécoise. Programme de formation, le PFEQ, en fait, là, qui favorise une approche par compétence, la définition de la compétence, donc savoir agir fondé sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources. Donc, ensemble de ressources qui peut être issu, oui, d'une même discipline, mais qui également peut provenir de disciplines diverses. Puis on y va comment dire, avec cette avenue, de disciplines diverses, on va parler de décloisonnement disciplinaire, donc de faire appel à plusieurs disciplines et établir des liens entre elles, en plus de les utiliser de manière efficace, donc au bon moment et de la bonne manière. Le PFEQ présente évidemment plusieurs éléments. On va s'attarder sur trois points fondamentaux, donc pour le projet, en fait, là, qui vont vraiment dans la même direction. Donc, les domaines d'apprentissage qui sont, en fait, il s'agit d'un regroupement de disciplines qui favorise les liens entre les champs disciplinaires apparentés, mais qui n'exclut aucunement le lien qui peut se faire avec avec une discipline autre, en fait. C'est vraiment une manière de représenter les disciplines, donc de les mettre dans des domaines d'apprentissage pour montrer que les liens entre ces disciplines peuvent être favorisés, mais ça n'exclut en rien des liens autres. Ensuite, pour les compétences transversales, ben, si on y va avec la définition, donc savoir agir dépassant les frontières disciplinaires existantes et se développant à travers les divers domaines d'apprentissage. Et il faut savoir que ces compétences transversales sont complémentaires les unes par rapport aux autres. Donc, toute situation complexe fait nécessairement appel à plusieurs d'entre elles. Et ensuite, les domaines généraux de formation, donc les grandes problématiques contemporaines auxquelles les jeunes sont confrontés. Maintenant qu'on a mentionné, qu'on a présenté un peu tous ces éléments,
Pourquoi on le fait? Ben, on a vu tantôt que justement, on était confronté à des enjeux contemporains complexes. On transpose dans le monde de l'éducation et justement, on a un document ministériel qui nous fournit de très, très bonnes pistes. Donc, ces enjeux complexes, domaines généraux de formation qui, justement, peuvent nous servir d'appui pour notre situation d'apprentissage. Les compétences transversales, donc auxquelles on va faire appel vu la complexité d'une situation et donc un ensemble de ressources de disciplines diverses que l'on peut mobiliser donc par les domaines d'apprentissage. Passer à la suite. Donc, qu'est-ce que ça donne en fait, vu qu'on sait ce qu'on a à faire, on a des pistes qui nous sont fournies dans le PFEQ. Maintenant, on veut savoir qu'est-ce que ça donne dans le milieu, dans le monde scolaire en fait. Donc, lorsque les enseignants disent d'avoir recours à des pratiques qu'ils qualifient d'interdisciplinaires, on peut voir que leur discours est empreint d'une certaine confusion conceptuelle, mais on peut quand même répertorier, en fait, on peut voir qu'il y a une certaine cohérence dans les pratiques. Donc, j'attire votre attention sur la figure ici adaptée de Lenoir et collaborateurs, donc les pôles de la représentation de la pratique interdisciplinaire. Donc, on voit que notre ordonnée à l'origine est l'interdisciplinarité qui est ciblée, l'interdisciplinarité scolaire qu'on va définir dans quelques instants. Et ensuite, on a quatre pôles, donc qui en fait sont les représentations, ce qu'on voit là présentement dans le milieu scolaire. On va commencer avec le pôle négatif de l'axe des X, donc l'éclectisme, qui est en fait une multidisciplinarité, pardon, qui regroupe des éléments multidisciplinaires désunis. Donc vraiment une discipline, l'une à côté de l'autre, et on remarque bien en fait là, la frontière entre ces différentes disciplines. À l'opposé, en fait, côté positif de l'axe des X, on a le holisme, qui est en fait totalement l'inverse, donc une attitude antidisciplinaire, donc les frontières, il n'y en a plus du tout. Ensuite, si on passe directement à l'axe des Y, on peut aller à la pseudo-interdisciplinarité, donc côté positif de l'axe des Y, qui est en fait un regroupement de matières, mais sous un même thème. Et ici, il faut quand même mentionner que c'est le pôle auquel, en fait, c'est la représentation de l'interdisciplinarité auquel les enseignants et enseignantes font le plus, en fait, s'attardent le plus. Ensuite, voilà, pardon. Donc, l'hégémonie, donc, côté négatif de l'axe des Y. Donc, c'est la prédominance, en fait, là, d'une matière sur les autres. Et les autres qui sont interpellés sont comme on va dire, en soutien, donc réduites à un état de servité pour servir la discipline principale. Donc, on peut voir que malgré les indices qui nous sont fournis avec le PFEQ, malheureusement, c'est comment dire, la mise en œuvre de l'interdisciplinarité, euh, on y arrive plus ou moins. Donc, on va traiter de causes qui peuvent expliquer cette difficile mise en œuvre. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On va s'attarder sur certaines d'entre elles. Donc, premièrement, la confusion conceptuelle autour de la définition formelle de l'interdisciplinarité dont on parlait précédemment. Donc, il y a plusieurs auteurs et autrices qui s'y sont attardés. Donc, en fait, il y a Lenoir aussi qui ajoute que l'utilisation de l'expression intégration des matières, qui est la finalité en fait de l'interdisciplinarité, il y a beaucoup d'enseignants et enseignantes qui croient qu'elle implique une fusion totale ou partielle en fait, des matières et les disciplines dites secondaires sont fondues dans les matières de base. Donc, ici, on n'a pas le même discours, en fait, là, au niveau des concepts fondamentaux à notre pratique. Ensuite, on a aussi Payette qui rajoute que l'utilisation de concepts, elle ne parle pas, en fait, avant de la citer, là, elle ne parle pas nécessairement de l'interdisciplinarité en soi, elle parle vraiment de concepts qui peuvent être utilisés dans des projets, mais on peut le reprendre aussi là, pour le concept d'interdisciplinarité en lui-même. Donc, l'utilisation de concepts dont le sens diffère d'une discipline ou d'une profession à l'autre est reconnu comme l'un des principaux obstacles à la pratique interdisciplinaire. Donc, ça fonctionne aussi pour le concept d'interdisciplinarité en soi. Donc, si on fait un projet avec deux enseignants et enseignantes qui n'ont pas nécessairement la même définition de l'interdisciplinarité, la mise en pratique sera pas la même. On se comprendra pas ici. Ensuite,
Passons à des lacunes dans la formation initiale. Donc, il y a une recension qui a été effectuée en prenant en référence les établissements du réseau des universités du Québec, donc l'UQAC, l'UQAM, l'UQAR, l'UQAT, l'UQO, l'UQTR. Plus précisément, on s'est basé sur les programmes de premier cycle menant à un brevet d'enseignement à la forme, comment dire, à la formation générale des jeunes, donc baccalauréat, pardon, en éducation préscolaire et en enseignement primaire et aussi dans les différentes spécialités. Donc, des enseignants et enseignantes en musique, en art plastique, en art dramatique, en danse, en éducation physique et dans les langues secondes et tierces. Cette recension a été effectuée en 2023 et en fait, on a vu qu'il y a plusieurs cours qui offrent une ouverture à l'approche interdisciplinaire sans toutefois le mentionner à même le descripteur du cours. Parce que oui, tout, absolument tous les descripteurs des cours ont été lus pour effectuer cette recension. Et par exemple, certains cours qui parlent de d'enseignement, donc pédagogie du projet, la démarche par résolution de problèmes, etc., mais qui n'étaient pas nécessairement campés. Donc, dans un contexte d'interdisciplinarité scolaire. Donc, on en traite, mais ici, ces cours, comment dire, n'ont pas été pris en considération puisqu'on ne parle pas précisément d'interdisciplinarité scolaire. En fait, il y a une prédominance des formations à l'interdisciplinarité dans deux cas de figure. Donc, dans les universités qui s'éloignent de la région métropolitaine de Montréal et dans les programmes d'enseignement des arts. Il y a deux hypothèses qui peuvent apporter des explications justement à ces deux cas de figure. Donc, premièrement, ben, les enseignants et enseignantes, pardon, si jamais j'oublie de faire la féminisation, dites-vous que c'est aux seules fins d'allègement du discours et ça ne se veut en aucun cas discriminatoire. Donc, les enseignants et enseignantes à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal sont amenés à être polyvalents dans les régions justement où il y a peu d'enseignants spécialistes, enseignants et enseignantes spécialistes et où les ressources éducatives peuvent être limitées. Donc ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième, c'est que toutes les universités, hormis l'UQAM, donc pour celles offrant des programmes d'enseignement en spécialité des arts, donc offrent un seul baccalauréat interdisciplinaire dans ce domaine d'apprentissage. Excusez-moi, mon énonciation n'était pas claire, là, mais vraiment, donc dans toutes les universités, à part l'UQAM, qui offrent des programmes justement en enseignement des arts, offrent des baccalauréats interdisciplinaires, donc exemple art dramatique et art plastique, baccalauréat interdisciplinaire. Donc voilà, l'UQAM est vraiment la seule université du réseau des universités UQ à offrir un baccalauréat dans les 4 arts distincts, en enseignement des 4 arts distincts reconnus par le PFEQ. Donc, on peut voir que, en fait, là, dans ce dernier cas de figure, ben, l'interdisciplinarité peut être au cœur de cette formation. Cependant, ici, la problématique, c'est vraiment que, comment dire, il n'y a pas d'uniformisation. Donc, vraiment au niveau de l'enseignement interdisciplinaire dans la formation initiale. Passons directement à la formation continue. Donc, j'utilise des mots un peu forts, hein, lacune, pauvreté, mais c'est vraiment pour spécifier qu'il y a une problématique ici. Donc, premièrement, on s'est basé sur, en fait, la loi sur l'instruction publique qui mentionne qu'il y a diverses activités de formation continue qui sont reconnues. Donc, ça peut être des participations à des colloques, des séminaires, des cours universitaires aussi. Ça peut être aussi la lecture d'ouvrages spécialisés. Donc, à l'intérieur de cette recension qui a été effectuée aussi là, pour la formation continue, on prend en considération ces activités. Cependant, on exclut toutes les activités qui ont un coût. Moi, le but ici était vraiment de prouver, à l'aide de ma recension, quelles étaient comment dire, les problématiques liées à la pauvreté de la formation continue, mais vraiment à ce qui est accessible, à la formation continue accessible. Donc, tout ce qui avait un coût, des colloques qui se situent dans une autre ville, il faut se payer l'hôtel, il faut se payer de la participation, etc. Ben, ça a été exclu de ma recension. Et les formations aussi qui sont propres au centre de service scolaire. Donc, d'un centre de service scolaire à un autre, bien évidemment, l'offre de formation peut varier. Donc, un enseignant ou une enseignante ne se recevra pas la même formation, en fait, là, que son ou sa collègue d'une autre commission scolaire, d'un autre centre de service, pardon, CSS pour être plus concis à l'avenir.
Donc, tout ça a été exclu. Donc, sur quoi je me suis basée? Alors, si, j'ai fait pas mal d'exclusions par rapport justement au coût et à l'accessibilité. Ben, c'est vraiment aux formations qui sont disponibles sur des plateformes en ligne. Donc, je me suis basée sur les sites de Code 21, du Récit et du Rire. Donc, le Récit qui est le réseau éducation, collaboration, innovation, technologie. Euh, et puis le RIR, qui est le réseau d'information pour la réussite éducative. Donc, Cadre 21, malgré qu'il y avait énormément de ressources qui étaient super pertinentes, il n'y en avait aucune sur l'interdisciplinarité scolaire. Sur le récit, ben, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, toutes les formations sont organisées en domaine d'apprentissage. Donc, on se dit, ah, ben, il y a déjà une piste, peut-être qu'on va parler d'interdisciplinarité, malheureusement, non. Donc, on ne parle pas d'interdisciplinarité scolaire, hormis le fait que, justement, les formations, les différentes offres, quand je parle de formation, c'est capsules d'auto-formation, ça peut être des textes de vulgarisation ou autres articles, en fait. Sont organisés, c'est ça, en domaine d'apprentissage ici, mais il n'y a vraiment absolument rien sur l'interdisciplinarité scolaire. Et puis le rire, ben, il y avait deux éléments. Donc, un premier, c'est un article, Le point sur l'interdisciplinarité à l'école, qui va venir définir en fait le concept d'interdisciplinarité scolaire et va faire des renvois à certains articles de Yves Lenoir, mais hormis ça, on ne présente pas d'outils ou donc voilà. Et sinon, il y a vraiment un deuxième écrit, donc bilan du premier symposium sur le transfert des connaissances en éducation qui parle de la collaboration entre chercheurs quand on traite d'un même sujet. Voilà, mais hormis ces deux éléments-là, il n'y a rien sur les plateformes de formation continue qui sont accessibles à une majorité d'enseignants et d'enseignantes. Ensuite, il y a des difficultés qui sont rencontrées lors de la planification d'un enseignement interdisciplinaire. Donc, premièrement, les enseignants et enseignantes sont un peu divisés, donc partagés entre la théorie et la pratique, l'organisation et la créativité, la rigidité et la souplesse, le rendement et l'écoute des besoins des étudiants et étudiantes. Donc, voilà, il y a aussi des foyers de préoccupation, donc tout ce qui est contenu, évaluation, matériel didactique, stratégie d'enseignement, découpage temporel, calendrier. Donc, il y a énormément d'éléments à prendre en considération. Et ici, on peut avoir une certaine division. Et il y a d'autres dilemmes, donc notamment la gestion de classe, se rapportant au rythme de progression des élèves, aux résultats d'apprentissage, la motivation et l'engagement, l'autorégulation aussi de l'enseignant qui a déjà, comment dire, mis en œuvre une situation d'apprentissage interdisciplinaire et qui veut prendre en considération ses expériences passées. On a Dufay et ses collaborateurs qui ajoutent que il y a un outil qui est habituellement montré à la formation initiale, donc comment dire, un support qui est proposé en fait là, pour guider les futurs praticiens dans leur réflexion. Mais donc on peut penser, exemple, donc au canevas de la situation d'apprentissage et d'évaluation qu'on voit d'habitude dans les formations initiales. Mais vraiment, c'est comment je pourrais dire, ces outils, ces supports, comment dire, s'ancrent, ils suivent une logique purement disciplinaire. Donc, ici, c'est un frein à l'interdisciplinarité scolaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées lors de la planification d'un enseignement. On a aussi l'inadéquation du matériel didactique disponible. Donc, une autre petite recension qui a été effectuée. Donc, je me suis basée en fait là, sur les éditeurs qui étaient identifiés par le Bureau d'approbation du matériel didactique du ministère de l'Éducation du Québec et du ministère de l'Enseignement supérieur également. Donc, il faut bien circonscrire à quelque part. Et puis, à partir de ces données. Donc, ce qui a été recensé, bien, premièrement, il y a des maisons d'édition donc qui ont été comment dire, qui ont été consultées. Donc, les éditions CEC, Chenelière Éducation, Guérin Éditeur, Édition Modulo et Septembre Éditeur. Donc, à travers ces cinq maisons d'édition, je suis allée voir vraiment tout ce qui était publié et qui pouvait être utilisé à la formation initiale ou à la formation continue en termes de lecture. Et puis, j'ai recensé 6 ouvrages qui répondaient à mes critères. Donc, soit dans le titre, il y avait les mots-clés interdisciplinarité ou intégration, ou dans la table des matières. 6 titres seulement dans chez, pardon, ces 5 maisons d'édition qui ont été recensés.
Donc, accompagner la construction des savoirs, intégrer l'enseignement stratégique dans sa classe, l'apprentissage par projet au secondaire, guide pratique pour planifier et réaliser des projets avec ses élèves, les meilleures pratiques pédagogiques au primaire, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut éviter, donc les quatre chez Chenelière Éducation et deux autres chez Guérin Éditeur, donc réussir la formation par compétences et les compétences de l'apprentissage à l'évaluation, donc les deux outils de François Lanier qui a participé à l'élaboration du PFEQ. Donc, dans ces six outils, en fait, ben, premièrement, il y en a un seulement qui date de 2014, l'autre de 2016. Donc, il y en a deux qui sont assez récents. Les quatre autres, en fait, datent du début des années 2000 et il n'y a pas eu de réédition à ce jour. Donc, dans ces six ouvrages, il y a des outils, en fait, des indices, pas des outils, pardon, des indices qui nous aident à élaborer des situations d'apprentissage interdisciplinaire. Donc, on parle ici de figures et tableaux illustrant les principes d'intégration, de formation par compétences, des outils didactiques de planification d'activités apprentissage, mais selon divers modèles d'enseignement. On a des exemples d'activités interdisciplinaires. On a des fiches clés en main reproductibles, donc des contrats de travail d'équipe, des calendriers de projet, des comptes rendus de la progression du travail, des grilles d'auto-évaluation, etc. Et on a des conseils et des attitudes à adopter pour le pilotage. Donc, nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, pour le pilotage de telles activités. Sinon, hormis ces pistes, ces indices qui peuvent être utilisés pour planifier des situations d'apprentissage interdisciplinaire, il y a un seul ouvrage qui propose un seul outil de planification de situations d'apprentissage interdisciplinaire et il se trouve dans l'ouvrage Intégrer l'enseignement stratégique dans sa classe datant de 2004. Donc, de Annie Presso chez les éditions Chenelière. Donc, on l'a pris en considération, mais il faut quand même voir qu'il y a, au niveau du matériel didactique, il y a des manques là, ici, si on parle d'interdisciplinarité scolaire. Donc, la problématique de recherche, donc pour terminer ce grand chapitre, donc comment dire, cette recherche, en fait, s'intéresse spécifiquement à l'absence de matériel adéquat et au manque de formation initiale et continue pour aider les enseignants et enseignantes à planifier des situations d'apprentissage interdisciplinaire. Donc, ici, absence de matériel adéquat, on a vu qu'il pouvait être utilisé à la formation initiale ainsi qu'à la formation continue. Donc, c'est la raison là, pour laquelle je regroupe ces deux, comment dire, ces deux aspects. Ensuite, la question de recherche va comme suit. Donc, quel type d'outils didactiques pourrait faciliter la mise en œuvre de situations d'apprentissage interdisciplinaire en classe au primaire? Et l'objectif général est de développer un outil de planification de situations d'apprentissage interdisciplinaire destiné aux enseignants et enseignantes du primaire afin de contribuer à l'amélioration de leurs pratiques. Pour le code de référence, ce qui est drôle, c'est que ma problématique de recherche fait 15 pages. Ça a été la plus longue à présenter. Le code de référence fait 30 pages, mais ça va être le plus rapide, le plus simple. Donc, on va passer au travers vraiment en allant directement dans les concepts qui nous intéressent. Donc, l'interdisciplinarité scolaire, la définition formelle. En fait, comment j'ai fonctionné pour les différentes définitions qui vont être présentées ici, c'est qu'au sein de la littérature, j'ai pris plusieurs définitions j'ai mis en lumière en fait plusieurs éléments qui se regroupaient, mais également qui étaient distincts d'une définition à l'autre. Et j'ai fait une définition à partir de celle-ci, comme si on n'avait pas assez de définition de l'interdisciplinarité scolaire déjà. Donc, l'interdisciplinarité scolaire est une mobilisation de deux ou plusieurs disciplines du curriculum qui, interagissant de façon égalitaire face à une situation d'apprentissage, favorise l'intégration des acquis scolaires. Maintenant, du côté opérationnel, ben, l'interdisciplinarité scolaire est un processus où l'élève, situé dans une situation authentique, intègre des savoirs et des savoir-faire afin d'appréhender la réalité naturelle et humaine. Donc, on reprend la notion de complexité qu'on a dit tantôt, et où l'enseignant agit à titre de guide, de médiateur de la situation d'apprentissage. Donc, allons directement dans les caractéristiques qui ont peut-être été nommées justement là, dans cette définition opérationnelle. Donc, la situation authentique, ben, c'est justement pour reprendre nos enjeux contemporains complexes dont on parlait un petit peu plus tôt. Donc, vraiment le déroulement opérationnel, pardon, de la situation pédagogique qui est contextualisée, conforme à la réalité et ayant un sens, pendant laquelle le sujet se situe dans un cheminement conduisant à l'atteinte d'objectifs lui posant des défis. Donc, vraiment pour la transposition de tels enjeux, en fait, là, dans un monde scolaire.
Ensuite, l'intégration, donc comme on avait dit tantôt, la finalité de l'interdisciplinarité. Donc, l'intégration des matières, une démarche méthodologique qui vise au développement global de l'élève, qui vise le développement global de l'élève par le biais de situations d'apprentissage signifiantes, donc situations authentiques pour reprendre le concept qu'on avait utilisé tantôt, établissant la complémentarité et la convergence des objectifs et des contenus d'apprentissage, des programmes d'études, tout en respectant la spécificité de chacun. Donc, respecter aussi, c'est ça, les frontières disciplinaires. Donc, la collaboration ici. Donc, est-ce que comment je pourrais vous dire, collaboration, on en parle à plusieurs niveaux, hein. Donc, ça peut être collaboration entre les enseignants et enseignantes, ça peut être collaboration entre les pairs, ça peut être collaboration, ben, justement, entre les disciplines, bien évidemment. Donc, l'élaboration d'un cadre de référence commun qui trouve sa raison d'être dans le caractère complexe des situations à gérer. Ensuite, pour la médiation, ben, en fait, comment je peux dire? Ben là, l'énoncé de la compétence, hein, de la compétence professionnelle a changé aujourd'hui. Donc, ça fait déjà quelques années, là, mais bref, donc on inclut, on va parler de la médiation dans le cadre scolaire. Ici, donc, dans une approche pédagogique interdisciplinaire, l'enseignant adopte une posture objective dans laquelle il laisse la place à une certaine autonomie là, chez l'élève. Donc, vraiment d'adopter une attitude de médiateur. Euh, on va en parler tantôt. L'outil pratique, en fait, là, qu'on veut développer va être accompagné aussi on va dire, d'un guide de l'utilisateur. Donc, il va présenter, en fait, là, certaines des caractéristiques que l'enseignant, bon, en fait, de l'enseignement interdisciplinaire en général, mais également comment bien piloter, dans le fond, une situation aussi. Donc, évidemment, vu qu'on est en développement d'outils didactiques, ben, on va parler un petit peu de la planification des enseignements, ben, développement d'outils didactiques liés justement à la planification des situations d'apprentissage interdisciplinaire, donc bien camper comment dire, les informations sur la planification des enseignements et de mise. Donc, il y a trois modèles qui existent. Donc, les modèles tayloriens, qui sont vraiment des méthodes assez linéaires il y a quand même eu pas mal de contestations en fait là, sur les modèles tayloriens. Donc, les modèles décisionnels sont arrivés euh, justement là, pour répondre à cette idée de linéarité, donc à apporter une forme un peu cyclique de la planification, donc les décisions qui sont effectuées par l'enseignement en fonction justement là, de certaines informations qu'il peut avoir eues. Et ensuite, on a les modèles composites qui sont carrément une combinaison, en fait, des modèles tayloriens, quand je fais trop vite, hein, des modèles tayloriens et décisionnels. Donc, vraiment, ici, j'attire votre attention là, sur la figure sur le côté. Donc, qui représente notre modèle composite. Donc, on voit qu'il y a une certaine linéarité et également une certaine voyons, un processus itératif, dans le fond. Donc, donc voilà. Grosso modo, là, pour la planification des enseignements, à cause que le temps file, on va passer quand même assez rapidement là-dessus. On va passer directement à la planification des enseignements interdisciplinaires. Donc, comme mentionné tantôt, on n'avait pas nécessairement, on n'a pas d'outils à part un qu'on va voir tout de suite après. On n'a pas d'outils pratiques de planification de situations d'apprentissage interdisciplinaire. Cependant, on peut se baser sur des modèles didactiques, donc le modèle CODA de Lenoir, et puis des cadres conceptuels, donc justement comme celui de Collet, qui présentent des éléments qui peuvent être réutilisés en fait là, comment dire, dans l'outil qui sera développé. Dans l'outil de Presso que j'ai présenté là, brièvement tantôt, donc on peut le voir ici, premièrement, il y a, comment je pourrais vous dire, habituellement dans le manuel, là, si vous voyez, si vous l'avez dans les mains, donc il y a 4 pages. Cependant, j'en présente juste 2, sachant que les 2 autres pages, c'est exactement les mêmes que ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc vraiment qui présente deux autres tâches, donc les tâches subséquentes. Donc, on a vraiment la première page, donc vraiment dans quel domaine général on se campe, quelles compétences transversales sont mobilisées, quelles compétences disciplinaires sont exploitées et le contenu également, le contenu disciplinaire. Et ensuite, on passe directement aux différentes tâches, donc préparation, réalisation, réinvestissement précédé d'une petite explication de la tâche. Ça, c'est le modèle de Presso. Je m'excuse Ensuite, t'interrompre. Euh, Anne-Marie, peut-être juste 5 dernières minutes ah oui, on a terminé. Parfait. les 20 Excellent. minutes sont passées, Merci. mais on peut se permettre d'étirer pour 5 Excellent. minutes supplémentaires là, pour te Génial.
vais laisser le temps de conclure. Merci beaucoup, ça sera pas long. Donc, les objectifs spécifiques de recherche ici, en prenant tous les éléments là, qu'on vient de présenter, donc ça va être d'élaborer un prototype d'un outil de planification qui tient compte en fait là, des fondements de l'interdisciplinarité scolaire et des caractéristiques d'une situation d'apprentissage, d'enseignement-apprentissage interdisciplinaire. Euh, Prototype parce que on peut y revenir ou je peux en parler tout de suite. Prototype pour deux raisons. Euh, Premièrement, élaboration d'un prototype parce que, comment dire, la méthodologie sera complétée le plus possible, mais malheureusement, à cause du facteur temps, ça va rester un prototype, ce ne sera pas un produit nécessairement final comme on va le présenter en fait là, dans la méthodologie de la recherche-développement. Également prototype parce que, évidemment, je me suis rendu compte au fil de mes lectures, etc., que j'avais les yeux beaucoup plus gros que la panse, que ce projet est d'envergure et que l'objectif ultime se situe ici et que moi, au terme de mon projet, je vais avoir réalisé ceci. Donc, voilà. Donc, tous ces éléments font en sorte que ça va rester un prototype. Aussi, d'élaborer un prototype d'un guide de l'enseignant. Donc, comme je disais tantôt, pour faciliter la compréhension de l'outil de planification et la mise en œuvre aussi là, d'une situation d'enseignement, apprentissage interdisciplinaire en classe. Et on va analyser l'adéquation des prototypes, bien évidemment, développés aux référents théoriques et aux besoins du milieu scolaire. Dernière diapositive. Donc, sur la méthodologie de recherche, c'est le chapitre qui est en construction, donc je ne vais pas trop m'avancer. Cependant, ben, il s'agit d'une recherche-développement et on la présente dans Bergeron et Associés en 5 phases. Donc, la précision de l'idée de développement, qui est la première, ce qui est fantastique, c'est que ma problématique et mon cadre de référence, ben, ils ont répondu à cette première phase. Donc, ensuite, la structuration de la solution inédite, ben, ça va être l'élaboration d'un cahier de charge qui va se trouver à être comme un contrat de développement, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'outil didactique, comment il va se présenter, etc. Ensuite, le développement du prototype, bien évidemment. Donc, je pense, d'après moi, les étapes 2 et 3 vont se faire de manière simultanée, mais ça reste quand même à démystifier. L'étape 4, l'amélioration du prototype. Donc, un comité d'experts, en fait, là, qui va être sollicité. Donc, il va y en avoir un composé de spécialistes en sciences de l'éducation, donc issus des universités. Ensuite, j'aimerais vraiment avoir les étudiants et les étudiantes à la formation initiale. C'est pour eux aussi et elles que je développe ce genre d'outils. Donc, comprendre, savoir en fait là, s'ils y comprennent quelque chose, ça serait déjà un bon début. Et si le temps me permet, des enseignants et enseignantes en exercice. Et ensuite, ben, la diffusion du produit, mon mémoire va être publié, je l'espère, va être sur nos plateformes en ligne. Et puis, des résultats de recherche, cependant, encore là, pas à grande échelle. Je veux vraiment, ça reste un prototype là, vu l'état qu'on vient de voir. Ben, un grand merci de m'avoir permis de vous présenter l'état d'avancement de mes travaux. Puis, je laisse place aux questions qui peuvent m'être posées. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie pour cette brillante présentation claire avec beaucoup de dynamisme et très ambitieux projet par contre, hein, tout à Oui. fait. Donc, je laisse place effectivement aux questions. On va y aller avec la première personne qui avait levé la main, donc je vous laisse la parole. Donc, la personne qui avait levé, j'ose pas vous débaptiser, c'est pour ça que j'ose pas. Donc, vous pouvez y aller avec votre question, la personne qui a la main levée. Est-ce que vous voulez poser votre question? La- la- ben, allez-y, monsieur. Ben, oui. Pendant qu'on peut-être une Oui, question de microphone. Bon, merci Anne-Marie pour votre présentation, effectivement très claire, puis dans le fond très prometteuse là, parce qu'effectivement l'idée d'avoir un guide pour planifier des situations interdisciplinaires, c'est vraiment un besoin là, qui est criant. On parle depuis longtemps d'interdisciplinarité, mais finalement comment l'enseignante ou l'enseignant peut la mettre en œuvre dans son milieu, bien évidemment voilà l'enjeu. J'aurais peut-être une question, Anne-Marie, concernant, vous avez présenté le modèle de Presso. Donc, par rapport au prototype que vous avez en tête, là, quelles sont les limites du modèle de Presso et qu'est-ce que votre prototype pourrait apporter comme amélioration, si on veut, évidemment, pour les enseignantes et les enseignants?
Oui, tout à fait. Merci de poser la question. Encore là, facteur temps, j'ai pas eu le temps d'en parler plus que ça. Cependant, on a parlé tantôt des difficultés rencontrées lors de la planification interdisciplinaire, de situations d'apprentissage interdisciplinaire. Donc, chez, comment dire, les différentes Vilaines, et puis les foyers de préoccupation aussi qu'ont les enseignants et enseignantes. Donc, tout ce qui était contenu, évaluation matérielle, stratégie d'enseignement, découpage temporel, etc. Donc ça, ce sont des éléments qui nous préoccupent et qui seraient intéressants d'apporter dans un outil de planification. Il faut faut les prendre en considération. Donc aussi, comment je pourrais vous dire, on a vu que, comment dire, il faut que je démontre que le processus de planification doit être itératif aussi. Donc, pas qu'il soit linéaire. On a vu que les les élèves, pardon, à ce cycle doivent être au centre de leur apprentissage. Donc, vraiment, comment dire, et que nous, on est en médiation, donc dès qu'ils vont arriver avec de nouvelles informations, ben, nous, on n'aura pas le choix de s'adapter en conséquence. Donc, ça, ce sont des éléments qui peuvent être apportés. Ensuite, aussi de prendre en considération un petit peu pour revenir en fait à la recension qui a été effectuée au sein du matériel didactique. Donc, comme j'avais mentionné, il y avait beaucoup de pistes qui étaient proposées, donc des figures, des tableaux, des documents reproductibles, etc. Donc, ça serait de se baser sur ce matériel qui est disponible afin, en fait, là, d'augmenter l'outil didactique qui sera proposé. Et je vous avouerai aussi en conclusion que vu que la question que vous posez est pas mal en lien avec mon cahier de charges qui va être élaboré dans un second temps, j'ai pas nécessairement toutes les réponses à votre question, mais voici grosso modo là, comment je m'enligne. Merci pour votre question et la réponse également. Est-ce que c'était tout pour votre question? Oui, Oui, parfait. merci. On peut y aller avec peut-être la personne suivante qui, qui aimerait poser une question. La main est baissée présentement, donc je pense que Je peux peut-être Oui, en c'est ça. poser une autre. Oui, allez-y. Marie, bon, souvent, on voit la pédagogie par projet ou l'apprentissage par projet là, est souvent présenté comme une approche interdisciplinaire. Est-ce que vous avez regardé un petit peu dans les manuels de pédagogie par projet s'il y avait des outils de planification liés à l'interdisciplinarité? donc, pour le moment, je me suis vraiment basée sur ce que j'ai trouvé grâce à la recension effectuée, donc qui correspondait en fait aux mots-clés qui étaient recherchés. Maintenant, j'ai quand même effectué un tableau sur le côté, sans le dire à ma direction de recherche, qui, comment dire, présente en fait les différents manuels identifiés qui ne répondaient pas à mes critères, mais qui présentent justement des éléments qui peuvent être considérés justement. Donc oui, éventuellement, c'est ça pour la recherche. Là, vu que, comment je pourrais dire, vu qu'une recension a été effectuée sur le matériel didactique le proposé par les éditeurs approuvés, en fait, par le bureau d'approbation du matériel didactique, on va continuer en ce sens parce que oui, je pourrais aller avec des écrits scientifiques, oui, je pourrais aller avec tellement d'autres écrits, mais c'est ça. Faut, comment dire, voilà, faut choisir nos batailles, disons ça comme ça. De toute façon, il y a tellement d'autres étapes là, à ce projet que je prends en note, mais malheureusement, c'est ça là, pour le projet présentement là, durant la maîtrise. Ça ne sera pas le cas. Mais oui, ce genre de matériel a été identifié. Je sais quoi aller voir spécifiquement, donc ça va être fait. Donc oui, cependant, la recension qui a été présentée tantôt, c'était vraiment pour montrer qu'il y avait une problématique et non pour comment je vais la réutiliser dans le fond là, pour le projet. Donc, Merci. Merci encore une fois pour la question et la réponse. Allons-y avec la prochaine personne pour une prochaine question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lancer avec une question? Ça semble pas être le cas. Oui, allez-y. Je vous laisse la parole.
pouvez y aller peut-être en ouvrant votre micro parce que là, on ne vous entend pas à ce moment-ci. Puis peut-être votre caméra si jamais c'est possible de votre côté. La personne qui avait le main levée, êtes-vous en mesure peut-être d'ouvrir votre micro? Ou peut-être que Hélène, peut-être est en mesure de pouvoir aider la personne pour l'ouverture peut-être du micro pour qu'elle puisse poser la question. Ou si ça ne fonctionne pas, je peux aussi lire la question si la personne veut le mettre dans le chat. Il y a ça aussi. C'est ce que j'allais proposer, que la personne puisse Oui. écrire dans le clavardage. Parfait. Oui, dans le clavardage. Tu as le bon terme, Hélène, merci. Donc, sinon, je vais attendre que la question arrive. Sinon, entre-temps, on peut peut-être y aller avec une autre question, donc participant, participante. Oui, Josiane. Oui. Est-ce que ce serait possible de préciser les critères d'inclusion, d'exclusion pour la dite recension d'écrit? Ça a peut-être passé vite, puis je l'ai échappé. Je pose la question parce qu'il y a entre autres, un ouvrage de réforme de 2024 qui vient notamment faire partie là, des cours à l'université, cet ouvrage-là. Et si vous précisez ces critères-là, ça me permettrait de comprendre pourquoi, entre autres, un ouvrage comme celui-là est pas présentement. On t'a Excusez-moi, perdu j'ai un juste tout pas petit. entendu Oui, le titre. Oui, c'est ça. c'est ça. On a eu un petit moment avec la connexion. Donc, on n'a pas entendu le titre de l'ouvrage, Josiane. Peut-être juste le répéter. Ah, elle est gelée encore une fois. Fait que, lorsqu'elle va revenir à nous, j'ai pas encore la question dans le clavardage. Ah, Ben, la question, je l'ai quand même entendue. C'est juste le un titre, ça titre. m'intéresserait. Oui. J'aimerais le connaître là, pour la suite. Ah, elle est En fait, revenue vers nous. Donc, elle est Excuse, revenue. Oui. c'est bon. la connexion et du Rhum au campus fait Oui, est fait difficile. défaut. Ouais. OK. Est-ce que Donc, vous avez bien non, compris ma question ou je et répète? on a compris une partie de la question, c'est surtout le nom d'ouvrage. Ah, passeport pour la planification primaire. Oui, je l'ai lu. C'est des éditions JFD. Oui. Je l'ai acheté, mais oui, absolument. Euh, excusez-moi. Donc, de l'enthousiasme, ben oui, absolument. Il est super, comment dire, il est très récent. Euh, En fait, les éditions JFD n'est pas approuvées par le bureau d'approbation du matériel didactique. Donc, j'ai pas été chercher dans leur, comment dire, directement dans leur collection. Cependant, travaillant dans le milieu d'édition pédagogique, connaissant bien les éditions JFD, j'ai moi-même été de l'avant justement là, avec la consultation de cet ouvrage. Euh, Aussi, c'est que donc les critères, c'était la question principale. Donc oui, à partir des ouvrages qui étaient édités par des éditeurs approuvés par le Bureau d'approbation du matériel didactique, et il me fallait les mots-clés, soit dans le titre ou dans la table des matières, mots-clés interdisciplinarité ou intégration. C'était vraiment pour énoncer qu'il y avait une problématique, vraiment les critères comme ça. Je vais pouvoir les élargir pour la recherche en particulier. Cependant, c'est ça, c'est pas encore chose faite. Mais oui, tout à fait. Oui, je connais bien l'ouvrage. En fait, c'est là-dessus que je me suis basée surtout là, pour présenter la planification des enseignements, donc les modèles tayloriens, modèles décisionnels et puis composites. Là, donc, bref, voilà. Merci pour la question et pour la réponse aussi, Anne-Marie, et l'enthousiasme avec lequel tu as su répondre. Sinon, est-ce qu'on a une autre question? Une personne participante avec nous? On n'a rien non plus dans le chat, mais dans le clavardage, pardon, pour le moment. Je proposerais qu'on On, termine la partie réservée pour Anne-Marie et qu'on puisse parfait. passer à la à l'étudiante qui présentera. Et Si je peux juste me permettre de terminer, je vous remercie beaucoup pour cette, comment dire, cette opportunité. Je vais devoir quitter pour des obligations, mais je souhaite toutes les chances à Élise, donc ma collègue là, qui va présenter tout de suite, puis un bon après-midi à tous et à toutes. Merci d'avoir été là. Au plaisir.
Merci beaucoup, Anne-Marie, de vous être prêtée au jeu aujourd'hui. Puis on vous souhaite une bonne continuité par rapport à votre projet, puis une bonne réussite et votre dépôt, effectivement, et la publication de l'ensemble de l'œuvre. Merci beaucoup. Au plaisir. Donc maintenant, allons-y avec Élise. Je te laisse peut-être déjà partager, puis ensuite je vais te présenter. Oui. Donc, j'ai le bonheur, moi, de présenter Élise. Donc, Élise Mainville est titulaire d'un baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé. Elle est actuellement à la maîtrise en sciences de l'activité physique. Son projet de recherche porte sur les pratiques enseignantes accessibles de l'éducation physique et à la santé en contexte de plein air au secondaire. Donc, parallèlement à ses études, elle s'intéresse à l'enseignement en contexte de plein air, l'inclusion scolaire et aux écoles alternatives. Donc, la parole est à toi. Bonne présentation. Merci beaucoup, Julie. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente où j'en suis rendue dans mon projet de maîtrise qui porte sur les pratiques enseignantes accessibles financièrement et matériellement de l'éducation physique et à la santé en contexte de plein air au secondaire. Donc, en gros, je suis dans ma deuxième année de maîtrise à temps plein. J'ai réalisé la passation de mon avant-projet, puis c'est ce que je vous présente aujourd'hui. C'est une maîtrise qui est dirigée par Philippe Chaubet et co-dirigée par Thégoine Gadet au département des sciences d'activité physique. Donc, un plan de présentation assez traditionnel qui débute avec la problématique. Donc, la littérature nous stipule que les saines habitudes de vie sont en déclin chez les adolescents. À ce jour, c'est plus de 80% des adolescents qui ne respectent pas les recommandations de 60 minutes d'activité physique par jour. À cet effet, ici, on parle d'une augmentation du temps d'écran qui vient créer un lien avec les conditions physiques. Donc, cette augmentation de temps d'écran vient augmenter tout ce qui est au niveau du temps de sédentarité. À cet effet, la littérature semble nous mentionner qu'il y a un lien avec les conditions, avec la fréquentation des éléments naturels. Donc, cette augmentation de temps d'écran vient affecter les interactions avec la nature dû au temps de sédentarité qui est plus élevé. À cet effet, on parle ici d'une diminution de l'exposition à la nature et d'une diminution du temps consacré aux activités physiques et sociales en plein air. Donc, les adolescents semblent passer moins de temps à l'extérieur pour réaliser des activités physiques et pour réaliser des activités sociales comme se regrouper à l'extérieur lors de cette période. La réduction des interactions avec la nature au détriment de la période critique de l'adolescence. Donc ici, c'est vraiment la période d'adolescence qui a été mise de l'avant puisque c'est une période qui semble favoriser l'adoption des saines habitudes de vie. C'est la période d'adolescence, c'est une transition entre le monde enfant et le monde adulte. On parle d'une période d'incertitude, de doute, où le besoin d'affirmation est très prenant et où l'environnement social en contexte scolaire secondaire est très important dans leur développement. On parle aussi d'un stade de développement où l'impact de la pratique régulière d'activité physique a un impact sur le long terme. Donc, un adolescent qui met de l'avant les saines habitudes de vie, qui a une pratique régulière d'activité physique à l'adolescence, pourrait garder cette pratique-là plus longtemps lorsqu'il évolue. La période d'adolescence aussi semble être favorable pour valoriser les interactions avec la nature. Donc, on parle ici des éléments favorables sur le plan physique, social et psychologique. Sur le plan physique, une activité qui est réalisée en milieu naturel a tendance à avoir une plus grande intensité. Donc, le jeune a tendance à être plus actif lorsqu'il est à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il a aussi tendance à être plus motivé à réaliser l'activité puis à vouloir participer davantage. Sur le plan social, on parle d'une activité où la coopération est plus prédominante et c'est aussi un endroit où le jeune est plus à l'aise de socialiser avec ses collègues lors d'activités en plein air. Et sur le plan psychologique, ici, on parle de tout ce qui est régulation des émotions, réduction des symptômes reliés au stress. On parle aussi de sentiments de bien-être qui peuvent être générés lorsque les adolescents sont en milieu naturel. Puis, comme j'ai dit, sur le plan physique, c'est tout ce qui est au niveau de la motivation. Donc, ça me les motive davantage à réaliser l'activité physique lorsque c'est en milieu naturel. Malgré les impacts positifs que je viens de vous mentionner face à la fréquentation du milieu naturel pour la réalisation de l'activité physique, les jeunes passent de moins en moins de temps, les adolescents surtout, en contexte de plein air. C'est pourquoi ici, on veut venir miser sur des solutions afin de valoriser les interactions à la nature.
L'une de ces solutions pourrait être de favoriser les interactions avec la nature par l'éducation physique et à la santé en contexte de plein air au secondaire pour venir cibler la population adolescente directement. Je vais vous expliquer pourquoi tous ces éléments viennent en compte. Donc, pourquoi le contexte scolaire? Ben, c'est un milieu qui semble être conçu pour favoriser l'apprentissage, autant chez les jeunes que chez les adolescents. Pourquoi l'éducation physique et à la santé, ça semble être un contexte idéal pour combiner le plein air et les saines habitudes de vie. L'éducation physique est une discipline où les apprentissages se font au travers de principes d'action qui viennent cibler des actions motrices de manière générale. Donc, c'est un endroit idéal pour favoriser l'activité physique, bien évidemment, et surtout les saines habitudes de vie qui sont prédominantes lorsque l'activité est réalisée en plein air. La troisième compétence disciplinaire cible l'adoption des saines habitudes de vie à cet effet. Le programme de formation de l'École québécoise, encourage la pratique et les contextes variés d'activités physiques, d'où la pertinence de l'enseignement en contexte de plein air qui vient sortir des quatre murs de l'école. Et ensuite, le contexte de plein air semble être intéressant comparé au gymnase traditionnel parce qu'on parle ici d'un contexte vaste, et de stimulations physiques et cognitives qui sont davantage présentes lorsqu'on réalise une activité en milieu naturel, en contexte de plein air, qu'en gymnase traditionnel, où le gymnase traditionnel est considéré comme des pratiques traditionnelles et récurrentes, disons. Concernant la recherche scientifique québécoise, qui est très moindre face à l'éducation physique, d'autant plus de l'éducation physique en contexte de plein air. Donc, on a une recherche qui porte sur l'enseignement en contexte de plein air au primaire, où il y a des participants qui sont en éducation physique. On a une recherche sur l'EPS en contexte de plein air au niveau collégial. On a une recherche sur l'intégration de l'éducation physique et à la santé en contexte de plein air qui cible une étude de cas dont un des participants est au secondaire, mais en globalité, c'est deux participants au primaire. Et une étude sur les facteurs qui influencent la poursuite des programmes de plein air en contexte scolaire. Cependant, peu d'études portent sur l'éducation physique en contexte de plein air au secondaire spécifiquement. Il semble avoir aucune étude qui porte sur les pratiques enseignantes concrètes de l'EPS en contexte de plein air, encore moins sur des pratiques accessibles en contexte de plein air. Je vais vous l'expliquer dans le cadre conceptuel, mais par accessible, c'est tout ce qui touche au niveau financier et matériel, donc des pratiques belles, bonnes, pas chères, disons. Tout ce qui concerne les outils ministériels, comme par exemple le PFEQ, se base majoritairement sur des exemples en gymnase traditionnel, donc il y a peu de gymnase sur des pratiques en contexte de plein air. Et tout ce qui a trait les ressources financières et matérielles semble être deux limites d'implantation de l'enseignement en contexte de plein air chez les personnes enseignantes. À la lumière de cette problématique, afin de valoriser les interactions à la nature chez les adolescents et de rendre accessibles les pratiques enseignantes de l'éducation physique et à la santé en contexte de plein air, je me suis posé la question de recherche suivante, qui est quelles sont les pratiques enseignantes sur le plan des stratégies d'enseignement et des stratégies didactiques qui sont accessibles financièrement et matériellement de l'éducation physique en contexte de plein air dans les écoles secondaires québécoises. Spécifiquement, je vais venir viser deux objectifs de recherche. Le premier étant de brosser un portrait des pratiques enseignantes, de stratégies d'enseignement et stratégies didactiques qui favorisent l'accessibilité financière et matérielle de l'éducation physique en contexte de plein air au secondaire. Et le dernier objectif porte sur cerner, dans l'expérience vécue des personnes enseignantes, les conditions qui favorisent la mise en place de ces pratiques enseignantes accessibles financièrement et matériellement. Donc, pour le cadre conceptuel, ici, je me base principalement sur deux modèles conceptuels. Le premier porte sur l'explication du terme plein air, qui est le modèle conceptuel des intentions éducatives. Je vais juste revenir pour être sûr. Le modèle conceptuel des intentions éducatives en contexte de plein air par Gadet et ses collaborateurs. Donc, le modèle ici représente quatre façons de voir le plein air. Donc, en premier lieu, on a le en contexte de plein air. Lorsqu'on parle du contexte de plein air, ça signifie qu'on est à l'extérieur, donc en milieu naturel ou à l'extérieur des quatre murs de l'école. Lorsqu'on parle d'activités de plein air, c'est des activités qui sont spécifiques au plein air. Et si j'enlève le plein air de l'activité, je ne peux pas réaliser l'activité. Par exemple, je veux réaliser une descente de canot avec des adolescents. Si j'enlève la rivière, je ne peux pas réaliser l'activité. Donc, ça fait de cette activité-là une activité de plein air.
On a une activité par le plein air où je vais utiliser le milieu naturel pour réaliser mon activité. Donc, c'est tout ce qui a trait, par exemple, à l'environnement naturel, les arbres, le soleil. Donc, c'est vraiment dans le but de générer l'apprentissage par le plein air. Et j'ai des activités pour le plein air où c'est pour le milieu naturel, pour l'environnement. Donc, c'est vraiment dans le but de générer des apprentissages face au milieu naturel, tout ce qui est au niveau de l'écologie, l'environnement, à cet effet-là. Dans le cadre de mon projet de recherche, pardon, c'est vraiment de brosser des pratiques enseignantes d'activités en contexte de plein air généralement. Donc ici, je définis le plein air comme une activité qui se déroule à l'extérieur, donc en contexte de plein air. Et par accessible, je veux venir définir ici sur le plan financier et matériel. Donc des activités accessibles, donc qui nécessitent peu, voire pas de ressources financières et matérielles. Donc comment je réalise du plein air avec aucun matériel ou presque pas de matériel. Et quand je parle de ressources financières et matérielles, surtout au niveau financier, je parle des ressources des activités de plein air. Donc, je veux mettre de l'avant, brosser un portrait de pratique qui ne nécessite pas de grosses flottes de canots, de grosses flottes de vélos pour accessibiliser le plein air chez les personnes enseignantes au secondaire. Le deuxième modèle conceptuel porte sur la situation pédagogique de Legendre. Donc, c'est vraiment ici afin de venir définir mes pratiques enseignantes. Donc, c'est un modèle assez commun. Je vais l'expliquer rapidement, juste pour l'expliquer. Donc, c'est un modèle qui porte sur l'objet, donc ici, qui est tout ce qui touche le contenu d'apprentissage, les savoirs, les connaissances. On a ici l'agent qui est l'enseignant, donc la personne qui va enseigner aux élèves. Et j'ai le sujet qui est l'élève, l'apprenant, qui, dans mon cas, sont des adolescents. J'ai le milieu, donc dans le cadre de mon projet, le milieu est en contexte de plein air spécifiquement. C'est vraiment aussi la richesse de ce modèle-là pour mon projet, je trouve, parce qu'on peut venir mettre l'accent sur le milieu d'apprentissage et c'est un peu l'élément clé de mon projet qui se situe en contexte de plein air. J'ai des stratégies didactiques qui relient la relation entre l'objet, le contenu d'apprentissage et l'enseignant. Ça fait vraiment partie du cœur de mon projet. Donc, tout ce qui touche les stratégies didactiques, donc la relation entre l'enseignant, pardon, euh, et les connaissances. Donc, comment il s'approprie ces connaissances-là, comment il va les enseigner, comment il les planifie. Et et les stratégies d'enseignement qui relient la relation entre l'élève et l'enseignant, donc tout ce qui est de l'acte d'enseigner, donc la transmission des savoirs et des connaissances. Ces deux stratégies sont au cœur de mon projet qui se définissent par les pratiques enseignantes. Donc, j'ai décidé d'y aller vraiment au niveau de la didactique et de l'enseignement. J'ai mis de côté, ben, sans mettre de côté, là, mais la stratégie d'apprentissage qui relie l'élève et le contenu, juste parce que moi, ça c'est directement les enseignants. Puis, je ne vais pas analyser tout ce qui a trait avec l'élève et le contenu d'apprentissage. Tout ce qui touche la pratique enseignante, ça revient à une manière de procéder, donc qu'est-ce qui est réalisé afin de générer l'intention pédagogique privée. Au niveau des stratégies didactiques, que je rappelle qui est la relation entre le contenu et l'enseignant, ici, on va venir parler généralement de tout ce qui est la planification en contexte de plein air et de l'évaluation, qui, dans la littérature, semblent être deux éléments qui semblent être plus difficiles chez les personnes enseignantes lorsqu'on parle d'enseignement en contexte de plein air, de l'éducation physique. Et lorsqu'on parle des stratégies d'enseignement, qui est la relation entre l'élève et l'enseignant, on parle ici surtout dans la littérature de gestion de classe et de différenciation pédagogique, qui sont deux concepts qui génèrent des difficultés chez les personnes enseignantes lorsqu'on parle d'enseigner en contexte de plein air. Encore une fois, il y a peu de littérature à ce niveau-là, puis je suis ouverte à avoir d'autres thématiques qui vont ressortir dans l'analyse de données ici présente. Donc, dans le cadre de mon projet, c'est ce qui définit les pratiques enseignantes, donc les stratégies didactiques et d'enseignement. Et concrètement, on va venir parler ici de manière de faire pour accomplir ces actes professionnels. Donc, c'est ici mon modèle conceptuel que je vais utiliser et c'est ce qui conclut cette section. Concernant la méthodologie, donc je vous rappelle qu'on est ici au niveau des pratiques enseignantes accessibles de l'éducation physique en contexte de plein air au secondaire. Pour la méthodologie, je vais avoir une méthodologie qui porte sur une étude de cas interprétative, compréhensive. Par interprétative, c'est vraiment au niveau plus spécifique, plus pointilleux. Donc, c'est la chercheuse, moi, qui va utiliser sa paire de lunettes pour analyser en détail un phénomène, donc
qui est ici mon projet de recherche. Et l'aspect compréhensif, donc méthodologie compréhensive, pardon, c'est vraiment dans la globalité. Donc, je vais avoir mes différents cas, puis essayer de voir si lien il y a. On a ici un devis qualitatif qui porte sur une approche phénoménologique. Donc, le deuxième objectif était de cerner dans l'expérience vécue des enseignants. Donc, c'est vraiment d'aller analyser un phénomène dans une situation vécue telle qu'elle est vécue chez les personnes enseignantes au secondaire. Concernant les participants, je vise entre 3 et 7 enseignants d'éducation physique au secondaire avec un échantillon intentionnel qui suit les critères d'inclusion suivants. Donc, ça doit être des enseignants d'éducation physique au secondaire dans la province du Québec qui enseignent majoritairement en contexte de plein air durant leur année scolaire. Les enseignants doivent détenir au moins 5 années d'expérience dans l'enseignement de l'EPS en contexte de plein air et ils doivent avoir commencé de l'éducation physique en contexte de plein air avec peu, voire pas de ressources matérielles et financières. Je mets l'accent sur détenir au moins 5 années d'expérience parce que ça se peut qu'après 5 années d'expérience, il y a eu l'acquisition de matériel de plein air. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment tu as commencé ton enseignement en plein air avec peu, voire pas de ressources. Concernant les étapes de recrutement, on en a 3 ici. Donc, ça va être un échantillon boule de neige. Donc, c'est de cibler des enseignants qui correspondent aux critères d'inclusion. Et ensuite, c'est un effet boule de neige face aux gens du milieu. On va avoir du recrutement lors de colloques et congrès qui va être réalisé à cet effet, puis la diffusion du projet, si nécessaire, dans des communautés éducatives sur les réseaux sociaux qui concernent les activités en contexte de plein air en enseignement. Concernant la collecte de données, j'ai 3 instruments. La première étant l'observation participante, qui va être dans le but d'observer l'enseignant dans son milieu. L'objectif ici, pardon, c'est vraiment d'intégrer le milieu et le contexte d'intervention. Puis j'ai choisi l'observation participante au détriment de l'observation non participante, non parce que je vais participer, mais juste que je veux inclure toute situation qui pourrait arriver dans la situation, puis dans le but d'intégrer concrètement le milieu de l'enseignant. Je vais ensuite réaliser un entretien individuel semi-structuré dans le but de cerner les expériences vécues et comprendre le phénomène, donc comprendre l'enseignant, ce qui se fait dans son milieu. Puis, c'est un entretien individuel vu que je veux analyser des données en profondeur, d'où la pertinence de l'étude de cas dans cette étude-ci. Je vais aussi avoir un journal de bord qui va me suivre tout au long de cette collecte de données. Donc, en fait, de recueillir les réflexions, notes quotidiennes, c'est vraiment dans le but de consigner toutes les informations importantes puis de rien oublier au travers de la collecte de données. Et finalement, concernant l'analyse de données, c'est une analyse thématique par catégorie préconstruite pour commencer. Donc, c'est vraiment des catégories générales qui ressortent de mon cadre conceptuel. Il va y avoir 3 étapes de thématisation. Je vous le présente les 2 importantes, qui est la nature du support matériel. Donc, ça va être une analyse qui va être sur N vivo. Donc, on va parler ici des verbatim, de la grille d'observation et du journal de bord qui vont être analysés. Et on va avoir un type de démarche de thématisation continue. Donc, c'est la possibilité d'avoir des thèmes émergents. Donc, c'est pour ça que j'avais dit des catégories préconstruites pour commencer, parce que je suis ouverte à avoir d'autres catégories advenant les résultats qui ressortent. Concernant la validité des données, dans le fond, pouvoir trianguler les données à travers les 3 instruments de collecte. Puis, ça va être une analyse séquentielle qui va être réalisée. Donc, je vais analyser un cas à la fois, ce qui va faciliter l'analyse post-terrain. Donc, en faisant un cas à la fois, je vais pouvoir aller enrichir l'analyse des prochains cas. Puis, jusqu'à l'obtention d'une saturation des données. Donc, lorsque j'aperçois qu'il y a une répétition dans mes données et que j'ai recueilli tous les résultats nécessaires, je vais pouvoir mettre fin à cette analyse, pardon, à cette collecte. C'est un peu pour vous montrer l'analyse séquentielle. Donc, c'est vraiment aller collecter et analyser les données du cas 1, puis ensuite aller réaliser le cas 2 jusqu'à l'obtention de la saturation. Puis, dans le fond, je me donne un minimum de 3 participants parce que je pense que c'est au moins le minimum à avoir pour avoir une collecte et des données assez enrichies, puis un maximum de 7 participants pour rendre crédible et pouvoir terminer cette maîtrise-là avec des données réalistes, disons. Donc, c'est ce qui a trait à la méthodologie. Et pour terminer, ce qui s'en vient pour la suite, donc le certificat éthique a été obtenu. Donc, j'ai débuté le contact des participants. Octobre-novembre, je vise collecte et analyse de 2 participants par mois.
Puis, à voir pour le mois de décembre ce qui va s'en venir en fonction de l'analyse de données et de la collecte. Et pour janvier et le restant de l'hiver, je vise la rédaction du mémoire et de l'article scientifique face à ce projet de recherche. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Élise, pour cette belle présentation dans laquelle le support visuel supportait vraiment beaucoup le discours. C'est ce que je retiens notamment. Si toutefois ma connexion est instable encore sur du rond au campus, Julie, ma collègue, va prendre. Le relais. Vous voyez, Parfait. je finis la phrase. Elle est déjà instable, Josiane. Donc, je ne sais pas si elle nous entend, mais je vais y aller. Donc, bravo effectivement à La Élise. relève peut-être pour relancer des questions et je vais me mettre sur ma connexion. Donc, je vais y aller avec Monsieur François. Donc, je vous laisse la parole. Oh, on vous entend pas, par exemple. Je ne sais pas si votre micro est bien ouvert, mais Est-ce que vous m'entendez comme ça? oui, là, on Bon, vous entend. génial. Merci Elise pour la présentation, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment super clair. Petite question pour toi. Dans ta méthodologie, tu as choisi de faire ton observation participative au début, puis après ça, de faire ton entrevue. Il me semble que dans le projet de recherche d'Audrey-Anne, ben, dans l'article de Beauchamp et Al que tu nous as parlé, il me semble qu'elle a fait l'inverse. Tu me diras si c'est le cas. Puis, dans tous les cas, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu avais choisi de faire l'observation en premier puis l'entrevue après. Oui. Ben, c'est une bonne question que semé beaucoup de discussions, mais j'en suis venue à cette conclusion-là parce que je veux aller observer l'enseignant dans son milieu puis voir ce qu'il fait. Comme ça, quand je vais réaliser après ça son entretien qui un peu va cibler l'approche phénoménologique, je vais pouvoir dans le fond revenir sur ses enseignements puis revenir sur les expériences qu'il a vécues. Fait qu'un peu, il va pouvoir un peu plus m'expliquer en détail ce qu'il fait puis pourquoi il le fait. Donc, c'est un peu l'explication. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste Merci. deux, Josiane. Oui, ben là, je suis sur ma connexion de téléphone. Ça devrait OK, aller cette fois. parfait. Alors, merci à François pour la question et la réponse d'Élise. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question ou un commentaire à adresser à Élise? Madame Beaulieu? Ah, oui, ben en fait, je peux laisser Oui, peut-être l'autre oui, personne avant. peut-être Oui, oui. Notping et Tam Stéphane, dans cet ordre à mon écran. À vous la parole. Sa question est dans le clavardage, Josiane. Ah, pardon. Je ne la vois pas, par contre. Est-ce possible? Moi non plus, je la vois pas. Alors, Hélène, peux-tu porter la voix? Je vais vous lire la question que D'accord. monsieur nous a notée. Euh, Si je m'en tiens au titre de votre sujet par le biais des notions et locutions telles que vers financièrement et matériellement, est-ce une tentative d'exclure les méthodes classiques et modernes, notamment les documents, les livres ou le numérique? Il me Je suis pas semble. sûre de comprendre. Ouais, moi je pense plus que c'est une question qui s'adresse à la personne précédente où on parlait de documentation et tout ça là. Alors, monsieur, on ne pourra pas répondre à votre question puisque l'étudiante n'est plus avec nous. Alors, laisse la Une parole. prochaine. Oui, merci, Hélène, d'avoir prêté ta voix. Une prochaine personne? Julie, Oui, ben, je je peux y aller. Oui, je peux y aller. dirais. Oui. Donc, les cas ils ont été ciblés davantage de septembre, par exemple, à décembre. Donc là, cette fenêtre-là peut être totalement différente, par exemple, pour les activités de plein air de janvier, par exemple, après. Donc, j'imagine, est-ce que c'est parce que justement, financièrement et matériellement, il y avait plus de possibilités durant cette fenêtre-là, versus peut-être après, peut-être que l'hiver, ça prend peut-être un peu plus de matériel là, à voir, là, mais est-ce que cette Mhm. fenêtre-là, parce que c'est pas sur toute l'année, donc on voit bien c'est jusqu'au mois de décembre. Donc là, est-ce que ce choix-là était en fonction de ces éléments-là ou tout simplement tu étais rendu là dans ta collecte de données puis tu t'es dit on y va à ce moment-là? Euh,
Ben, c'est surtout pour, oui, où est-ce que j'en suis présentement, c'est vraiment ce qui facilite l'agenda de la réalisation du projet de maîtrise, j'aurais tendance à dire. Mais je suis ouverte à avoir une analyse de données qui se produit en janvier. Tu sais, dans le but de rendre le projet aussi de maîtrise réaliste, je fais qu'une observation participante. Donc, c'est peu importe, ça reste une observation, mais dans l'entretien, on parle de planification annuelle puis de tout ce qui est prévu d'activités de plein air durant l'année scolaire. Donc, on peut en parler Parfait. durant ce moment-là. OK, parfait. Donc, tu peux poser l'ensemble des questions là, pour l'ensemble de l'année, en fait, je veux dire. Parfait. Exact. Merci Julie pour la question et la réponse d'Élise. François, deuxième question. Et ensuite, Hélène. Oui, deuxième question. Je me demandais, Elise, si tu avais une idée de comment ton cadre conceptuel de parcours, là, les différents types d'intentions des activités plein air, tu sais, comment est-ce que tu penses que tu sais, ta compréhension de ce qui se passe sur le milieu va influencer un peu tu sais, ton analyse un peu des données que tu vas faire? Tu sais, comment est-ce que ces concepts-là vont moduler un peu ton interprétation des données? Tu sais? Ben dans le fond, là, je sais pas si je vais y répondre, tu me le diras, mais est-ce que tu sais, tout ce qui est définir le plein air est très vague, puis surtout mon plein air qui est quand même spécifique parce que je veux du plein air qui nécessite peu ou pas de ressources. Donc, c'est un peu de voir l'interprétation aussi des participants de eux, de la conception du plein air, puis de peut-être venir adapter le modèle conceptuel avec leur compréhension du plein air, puis de eux, comment ils l'appliquent. Mhm. Je me demandais, moi, si tu n'allais pas pouvoir, tu sais, avec ça, déterminer si, dans le contexte du plein air avec, tu sais, accessible, s'il n'y a pas une intention qui ressort plus souvent qu'une autre, tu sais, Mhm. si les enseignants sont plus portés à faire de faire des activités de plein air ou plutôt des activités pour le plein air, tu sais, dans ce contexte-là. En tout cas, ça m'intéresserait de savoir ça. C'est que si jamais tu vois quelque chose qui ressort de ça, je serais curieux d'en entendre parler, là. Ben oui, on s'en reparle, mais ça reste, c'est comme un peu mes catégories préconstruites qui vont être dans mon in Mhm. vivo, là. Je vois ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. Je donnerai la parole maintenant à Hélène pour une question ou commentaire. Oui, moi, c'est une question, Élise. Tu as parlé d'une observation participante. Ça veut donc dire, j'ai peut-être pas bien saisi quand tu l'as dit. Est-ce que ça veut donc dire que tu vas participer à l'activité, tu vas intervenir auprès des étudiants? C'est quoi la différence pour toi entre les deux par rapport à la grille que tu as choisi de faire, d'utiliser? Ben, oui, merci. Donc, j'ai choisi l'observation participante. Je vais pas nécessairement participer à l'activité, mais je me donne l'ouverture de si je vois la pertinence. Puis cette observation-là est vraiment ciblée à l'enseignant, à l'enseignant, personne enseignante, et non aux élèves. Donc, ça va être vraiment plus pour observer l'enseignant, puis je m'ouvre les portes à pouvoir poser des questions, interagir avec l'enseignant si opportunité il y a pendant l'observation. Je comprends. D'autres questions? Merci à vous deux. Julie? Une autre petite question. Je ne sais pas si vous avez pu peut-être aller fouiller un petit peu par rapport aux travaux de Rojo et Bergeron pour l'éducation par la nature. Donc, je sais aussi qu'ils ont amené certaines conditions. Donc, c'est pas nécessairement dans le cadre de l'éducation physique et à la santé, mais c'est quand même dans le cadre de l'aspect éducatif, enseignement. Donc, je ne sais pas si vous avez vu tu sais, les travaux. Je sais que Geneviève travaillait, donc Geneviève Bergeron, donc travaillait aussi sur les conditions à mettre aussi en place. Donc, parce que eux, ils portent aussi l'aspect de toute l'aventure, mais il y a aussi l'aspect de la nature là, qui prend vraiment un élément très, très important dans leurs travaux. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez exploré. Non, mais je l'ai pris en note, donc je le remercie pour Oui, le ouais, lien. donc Geneviève Bergeron, il y a même, je pense, de mémoire, un site, là, je pourrais vous le partager après ça par courriel, donc vraiment à différents niveaux, donc, mais c'est ça, donc autant primaire, secondaire, ils font aussi avec des jeunes en difficulté, tout type d'élèves, donc ils font de différentes façons, même avec des jeunes adultes, ils font même à l'université pour leur faire vivre aussi, en fait, qu'est-ce qu'ils pourraient faire vivre à leurs propres élèves, donc je pourrais vous donner l'information. Donc, Rojo, R-O-J-O, puis Bergeron, mais je vous transmettrai l'information par la suite. Peut-être qu'on Oui, pourrait ben donner c'est gentil. le lien aussi vers la Oui, nouvelle chaire. Ils ont une nouvelle chaire de oui, c'est recherche. vrai, tout à fait.
Puis ils Donc, discutent aussi de la question du à, pour, par, avec, oui. cette Puis grande de question. mémoire, il y a un livre aussi là, sur un chapitre que Geneviève, il me semble, elle a participé aussi dans un livre. Là. Je pourrais vous transmettre le tout, Élise, là, par la suite. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'en profiterai peut-être pour poser une question, moi. Oui. Euh, J'aimerais ça, Élise, savoir, parfois, on associe des objectifs à des outils de collecte en particulier. D'autres fois, Mhm. tous les outils viennent répondre à tous les objectifs, deux dans le cas de l'étude. Est-ce que tu peux expliquer quel outil avec quel objectif ou l'ensemble? Oui. Dans le fond, l'observation participante cible les deux outils. Donc, attends, cible les deux objectifs. Donc, autant je vais brosser un portrait à l'aide de ce que je vais avoir observé, puis je vais pouvoir brosser un portrait avec l'entretien, ce qui a été dit dans l'entretien. Puis tout ce qui est cerné dans l'expérience vécue de l'enseignant, les conditions favorables, c'est plus au niveau de l'entretien que je vais pouvoir obtenir ces informations-là, parce que ce serait un peu difficile avec l'observation, je crois. Est-ce que c'était ça la question? Oui, absolument. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ça fait un bon tour. Rien à l'écrit, Hélène, Non, du ça côté du va. clavardage? Ça Non, va. monsieur a reposé la même question, mais comme on comprend pas le contexte, c'était difficile de le dire pas. Ben, merci beaucoup, Élise et ben, Anne-Marie qui n'est plus avec nous, mais pour cette présentation. Merci, Madame Caron et Madame Beaulieu pour avoir animé dynamiquement ce séminaire étudiant. Ça a été fort intéressant de vous entendre et aussi d'entendre les participants poser les différentes questions. Je rappelle que l'enregistrement sera disponible éventuellement sur le site du CRIFPE. Et merci encore, Élise, pour ton temps et la présentation que tu nous as faite. Merci à vous. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Au plaisir. Merci à tous et à toutes. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bon, merci. Merci, Hélène, Josiane. est-ce que tu voulais qu'on donne quelques références ou par courriel ou Ben non, ben si vous allez envoyer à Élise les choses elle pour était dans nos ouais, contacts de dans toute vos façon? contacts, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis moi, Ouais, puis finalement, ça. l'ouvrage dont je Ah ouais, parlais, ouais. elle l'avait vu passer, fait que ça va, Non, c'est c'est dans son ça, c'est radar correct. déjà. Ouais. Ouais. Puis en tout cas, ça me fait prendre conscience que je rappellerai la prochaine fois. C'est la deuxième fois que ça nous arrive que quelqu'un part pour la gloire dans sa présentation, là. Je vais Ah, leur pour le rappeler qu'ils ont temps? un petit 8 minutes. Oui, c'est ça. OK. Tu sais, dans le fond, c'est un bon exercice quand on a à faire une communication dans un colloque ou tu sais, c'est 20 minutes, puis après, tu te fais couper. Clic! Fait que. Ben, je ne savais pas si je devais. C'est juste, j'ai écrit à Julie. Je disais, est-ce que je fais une petite Ah, intervention? ben, c'était correct. C'était Mais correct, là. Mais tu sais, même sa conclusion, ça n'en finissait plus, en tout cas. Mais ça m'a fait penser que moi, dans mes consignes, je rappellerai ouais. que ce serait peut-être intéressant qu'ils aient un chronomètre à côté d'eux pour qui leur Mm. permettra d'avoir du temps. Ou C'est que bon. ça fait partie de nos tâches aussi en double animation ou Ouais, ouais, c'est de ça. gérer le temps aussi, là. OK, c'est bon. Merci beaucoup, Josiane. Hey, bonne fin de journée. Bye Toi bye. aussi, bye.